Ces dernières semaines, la situation internationale a atteint un nouveau niveau de tension. La guerre, qui semblait auparavant lointaine par rapport aux grands centres urbains, laisse désormais transparaître clairement l'estompement des frontières traditionnelles du conflit. Ce qui a commencé comme un différend territorial s'est mué en une guerre d'infrastructures, d'énergie et de perception psychologique. Lorsque les dirigeants durcissent leurs discours et refusent toute négociation, le champ de bataille cesse d'être la simple ligne de front. Il se déplace au cœur même des États, vers leurs systèmes vitaux, vers le quotidien des populations civiles. C'est précisément ce que le monde a commencé à observer lorsque le Kremlin a adopté un ton de rupture totale. En déclarant qu'il n'y avait plus de place pour les concessions et que la seule issue serait la soumission complète de l'adversaire, Moscou a accru le risque stratégique du conflit. Ce type de message n'est pas neutre. Il redéfinit les règles, légitime des réponses asymétriques et ouvre la voie à des actions qui n'ont pas besoin d'être annoncées officiellement pour produire des effets. La réponse ne s'est pas manifestée sous forme de déclaration, de discours ou de notes diplomatiques. Elle s'est faite par un signal qui résonne directement dans la mémoire collective russe, chargé de symbolisme, de peur et de souvenirs d'effondrement. Un signal qui, historiquement, n'a jamais été émis en période de stabilité. Un code non verbal qui se passe d'explications au sein de la culture politique et militaire du pays. Lors d'une récente surveillance du spectre des communications stratégiques, une station associée au système d'urgence russe a commencé à diffuser une mélodie particulière. Il ne s'agissait pas d'un divertissement ni d'une erreur technique. C'était un élément psychologique qui, pour tout citoyen russe doté d'une mémoire historique, même minimale, ne signifie qu'une chose. Quelque chose de grave s'est produit au cœur du pouvoir. Cette chanson a déjà servi à annoncer la mort de dirigeants, des coups d'État internes et des moments où l'État a perdu le contrôle du discours. Son simple retour sur les ondes, même pour une courte durée, a suffi à susciter l'inquiétude, les spéculations et une tension palpable. Au départ, beaucoup ont cru à une annonce officielle, peut-être liée à une promesse de représailles ou à un événement d'envergure. Mais il est vite apparu qu'elle ne provenait pas de l'État russe. Le système avait été compromis. Une intrusion extérieure, précise et symbolique, avait réussi à accéder à l'un des canaux les plus sensibles de l'appareil psychologique russe. Il n'y a pas eu d'explosion sur le moment. Il n'y a pas eu de victimes. Mais l'impact a été considérable, car les guerres modernes se jouent aussi sur le terrain de la confiance et du contrôle de l'information. Peu après ce signal, la situation a dégénéré en affrontements physiques. Les systèmes de défense aérienne ont été activés dans différents secteurs. Des rapports ont commencé à faire état d'engins sans pilote, se dirigeant vers des cibles stratégiques. Le schéma observé indiquait une action plus sophistiquée que de simples actions isolées. Il s'agissait de vagues d'attaques, de séquences coordonnées, d'une pression continue. Le premier impact confirmé a touché un point critique de l'infrastructure énergétique de la région métropolitaine de Moscou. Un poste de transformation électrique a été gravement endommagé, provoquant une coupure de courant dans une zone densément peuplée. En quelques minutes, des quartiers entiers ont été plongés dans le noir. Les communications mobiles ont été perturbées. Les systèmes de paiement, les transports et les services essentiels se sont effondrés localement. Plus d'un demi-million de personnes se sont retrouvées plongées dans un isolement soudain. Ce n'était pas seulement le manque de lumière qui posait problème. C'était aussi l'absence de connexion, d'informations fiables et de toute prévisibilité. Dans une ville qui symbolise le pouvoir, le contrôle et la centralisation, cette obscurité a eu un impact politique immédiat. Les autorités locales ont tenté de minimiser l'impact de la panne, mais son ampleur a rendu toute tentative de dissimulation impossible. Les témoignages se sont multipliés. Des vidéos amateurs ont circulé, montrant des rues entières plongées dans le noir, des immeubles d'habitation hors service et des citoyens cherchant à comprendre ce qui se passait. Le silence officiel, conjugué au souvenir encore vif du signal radio, a alimenté un sentiment collectif de vulnérabilité. L'aspect le plus délicat, d'un point de vue stratégique, est que l'attaque n'a pas ciblé directement les civils, mais a frappé précisément ce qui est essentiel à la vie urbaine moderne, l'énergie. Cela envoie un message clair. Les infrastructures critiques constituent une cible légitime dans les conflits de haute intensité, surtout lorsque l'objectif est de démontrer sa capacité, sa portée
et son impact psychologique. Pendant que les équipes d'intervention s'efforçaient d'évaluer les dégâts, de nouvelles alertes ont été émises. D'autres drones avaient été détectés s'approchant de cibles supplémentaires. L'opération n'était pas isolée, elle était persistante. L'objectif ne semblait pas être la destruction totale, mais la saturation, l'usure et la démonstration que les systèmes de défense ne peuvent garantir une protection absolue, même dans la capitale. Dans le même temps, les régions sous contrôle russe situées en dehors du territoire principal ont également subi des coupures de courant. Les zones occupées, que Moscou prétend protéger et intégrer, ont elles aussi été plongées dans le noir. Ce détail est crucial. Il révèle une contradiction stratégique. En étendant son contrôle territorial, l'État s'engage à fournir les services essentiels. Lorsqu'il ne parvient pas à les garantir, le discours protecteur s'en trouve affaibli. L'incapacité à maintenir des infrastructures fonctionnelles dans les zones occupées soulève des questions internes et externes. Pour la population locale, cela signifie l'abandon. Pour les alliés, cela entraîne des limitations opérationnelles. Pour les adversaires, cela représente une opportunité. L'escalade ne s'est pas arrêtée à la capitale. Dans le sud, une installation vitale pour le secteur énergétique russe a été touchée. Une raffinerie située dans une ville portuaire stratégique a subi des dommages suite à une nouvelle attaque de drones. Des explosions ont été signalées et des panaches de fumée sont apparus au loin. Le choix de la cible n'était pas fortuit. Les raffineries sont des maillons essentiels de la chaîne logistique, tant militaire que civile. Les toucher signifie impacter les transports, le chauffage, l'industrie et les capacités de mobilisation. Des rapports indiquent que des dépôts de carburant de la même région ont également été touchés. Chaque char détruit représente une quantité de carburant en moins, une pression accrue sur les stocks et une augmentation des coûts logistiques. Dans un conflit prolongé, ce type de perte cumulée peut s'avérer décisif. Peu après, de nouvelles vagues de bombardements ont été enregistrées. Cette fois, des cibles situées dans les régions occupées de l'Est ont également été touchées. Les dépôts pétroliers et les infrastructures associées ont subi des dégâts importants. Même sans images détaillées, la confirmation officielle des impacts a suffi à indiquer que la campagne s'étendait géographiquement. Le schéma est clair. Il ne s'agit pas d'attaques symboliques isolées, mais d'une stratégie d'érosion systématique de l'infrastructure énergétique. Cela affecte directement le quotidien de la population russe, ce que le Kremlin a toujours cherché à éviter, afin de préserver le soutien de l'opinion publique. Lorsque les stations-service sont à court de carburant, que le chauffage tombe en panne, que les services essentiels sont interrompus, la guerre cesse d'être abstraite. Cet impact commence déjà à se faire sentir dans les rues. Dans des enregistrements spontanés, des citoyens russes expriment leur inquiétude quant à l'avenir, la sécurité de leurs enfants et la dégradation de leurs conditions de vie. Les plaintes concernant le gaz, l'assainissement et les services essentiels se multiplient. Même accompagnées de déclarations de loyauté envers l'État, ces déclarations révèlent des dissensions. Le discours officiel sur la normalité se heurte à la réalité quotidienne de la population. Et cette dissonance est dangereuse pour tout gouvernement en temps de guerre. Non pas parce qu'elle provoque une révolte immédiate, mais parce qu'elle érode lentement la confiance. D'un point de vue géopolitique, l'enjeu dépasse le simple cadre territorial. Il s'agit de résistance stratégique, de capacité à absorber les dommages et de maintien de la cohésion interne. En amenant le conflit sur le territoire russe, même de façon limitée, le message est clair. Aucune capitale n'est intouchable. Aucune infrastructure n'est totalement à l'abri. Les pays de la région suivent la situation de près. Les alliés évaluent les risques. Les pays neutres revoient leur position. Le risque d'escalade est réel, surtout si les attaques contre les infrastructures continuent de s'intensifier. La riposte russe, qu'elle soit militaire, cybernétique ou énergétique, vise généralement à rétablir l'illusion de contrôle. Mais chaque action comporte le risque d'aggraver le conflit. L'hiver géopolitique n'est pas qu'une simple métaphore climatique. Il représente une période de pénurie, de tensions sociales et de décisions difficiles. Lorsque les systèmes s'effondrent et que la population en subit les conséquences, la marge de manœuvre stratégique se réduit considérablement. Le monde entre ainsi dans une phase où les guerres ne se mènent plus seulement avec des chars et des missiles, mais aussi avec des drones, des blackouts
et des signaux soigneusement choisis. Le conflit a déjà franchi la frontière symbolique qui sépare le front de la capitale politique. La question qui demeure et qui déterminera les actions futures est simple et troublante. Jusqu'où cette guerre peut-elle s'aggraver lorsque le cœur du pouvoir cesse d'être un lieu sûr ?